Merci. Bonjour à tous. Merci d'être si nombreux, même trop. Il n'y a pas assez de chaises, on dirait. Donc il va falloir s'asseoir à deux. Merci beaucoup à tous d'avoir répondu présent à ce rendez-vous qui fait partie d'une longue série, puisque Business Immo réalise cet événement ailleurs au niveau des métropoles du territoire. Merci à IWG Régus de nous recevoir dans ce joli lieu qui est le dernier né sur notre ville. Je vais vous laisser ce matin écouter les différents débats riches que vont nous apporter les intervenants présents aujourd'hui. Deux mots sur le TIE, mais je pense que ceux qui sont là connaissent, en tout cas beaucoup connaissent. Nous sommes un observatoire, l'Observatoire du territoire toulousain de l'immobilier d'entreprise. Nous avons été créés en 2002. Nous fêterons donc 20 ans l'année prochaine. Notre mission, ça a été d'élaborer donc des statistiques sur les transactions menées par l'ensemble de la profession, mais également les comptes propres et le direct sur l'agglomération, en bureau comme en local activité, et de faire un statut sur l'offre disponible, de manière à avoir non seulement une analyse de l'activité de l'immobilier d'entreprise, mais également de pouvoir être moteur au niveau des collectivités, des aménageurs, par rapport à l'anticipation de l'offre à produire, des investisseurs également, de la rénovation à assurer sur le patrimoine pour qu'il puisse être pérenne, voire être démoli et reconstruit. Ça peut choquer, mais on a un bel exemple sur la Ginopole d'un investisseur qui a eu le courage, le risque, l'enjeu financier de raser un immeuble que nous connaissions tous, le Pyrénéen, pour voir naître le New One qui est né aujourd'hui, par exemple. Je cite cet exemple parce qu'il est rare qu'un investisseur prenne le parti de raser et de reconstruire en blanc pour régénérer son patrimoine. C'est assez atypique et c'est le premier exemple depuis 33 ans que je fais ce métier que je connaisse à Toulouse. Donc c'est à citer. On a aussi de la réhabilitation lourde. Certains promoteurs, constructeurs, GA par exemple, qui est ici pratiquent la réhabilitation lourde pour également remettre les bâtiments à niveau. Eh bien, l'OTIE est partenaire aussi à ce niveau-là en termes d'observatoire pour apporter l'éclairage, le besoin de rénovation du parc qui malheureusement est vieillissant. Rendez-vous le 7 octobre pour le point marché. Donc vous aurez le point trimestriel puisque nous avons 4 rendez-vous par an. Chaque trimestre, un point trimestriel. Et en février, le bilan annuel avec nos études. Si vous voulez adhérer, vous êtes les bienvenus. La cotisation coûte 1 100 € par an. Voilà. Elle vous donne droit à toutes ces données. Parce que ne croyez pas qu'elles soient gratuites, même si parfois vous les obtenez comme ça par un copain qui est adhérent. Voilà, nous serions ravis de vous compter parmi nos adhérents et ça vous donne droit aussi à des accès comme le 7 octobre, je répète, cette journée exceptionnelle qui arrive puisqu'on est inscrit et invité au sein de la journée Le Voyage d'études du Club des clubs immobiliers. C'est pas rien, c'est toute une journée. C'est à Toulouse cette année. C'est le 27e, il n'y en a qu'un par an. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Bonne matinée à tous. Merci beaucoup. Je vais tout de suite demander à mes intervenants et à mon premier rang d'intervenant de nous rejoindre. Élodie Moine, directrice de l'agence de Toulouse chez CBRE Conseil et Transactions. Delphine Marie Perronne, directrice du site Toulouse-Balma pour Orange. Et Nicolas Cochard, responsable recherche et développement chez Cardam. Juste le principe de ce mini Tour de France, en fait, avec IWG et Christophe Burkhardt nous rejoindra dans quelques minutes. Voilà, on a cinq étapes. Alors, on avait démarré, je pense, entre deux confinements à Lyon. Et puis, aujourd'hui, on est à Toulouse. On ira à Lille, à Paris et à Nice. L'idée est de voir un peu comment évolue le retour au bureau, le marché de l'immobilier entreprise, la flexibilité et toute la nouvelle demande des utilisateurs sur le bureau et de voir finalement s'il y a des exceptions régionales ou pas. Ou si finalement tout le monde a à peu près le même réflexe. Je voudrais d'abord peut-être qu'on se resitue sur l'agglomération de Toulouse avec vous, Élodie, qu'on puisse avoir un petit peu quelques données de marché. La première question, c'est comment se comporte le marché locatif de bureaux ici à Toulouse ? Alors le marché est encore un peu convalescent, on ne va pas se mentir. Néanmoins, c'est un marché qui reprend des couleurs. Donc je ne veux pas spoiler les chiffres qui seront annoncés à l'OTIE, mais c'est le retour des grandes transactions. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle parce qu'elles avaient complètement disparu courant 2020 et dans le courant du premier semestre 2021. Donc, et c'est quelque chose qui caractérisait notre marché. Sur la moyenne décennale, on était autour de 130 000 m² de demandes placées. Je pense que fin 2021, on ne sera pas revenu à ce niveau.
Mais l'année dernière, on avait quand même dévissé de 50% en demande placée. Là, on devrait quand même être sur un trend un peu plus acceptable. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Il y a un retour donc, des grandes transactions. Avec nos confrères, on constate qu'on repart sur des parcours de visite avec des grands utilisateurs. Donc voilà, c'est des bonnes nouvelles pour la fin de l'année 2021 et pour 2022. Côté valeur locative, alors la bonne nouvelle, elles se tiennent. Et même au plus dur de la crise, il n'y a pas eu de baisse des valeurs locatives. Les valeurs faciales se sont maintenues. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour les bailleurs, on est d'accord? Absolument. Pour les utilisateurs, Je reconnais d'ailleurs quelques-uns dans l'Assemblée, mais absolument. Ouais, c'est une très bonne nouvelle. Par contre, la variable d'ajustement, très clairement, ça a été les mesures d'accompagnement. Voilà. Donc, sur des marchés très tendus comme le centre-ville où il n'y avait pas d'offres, les mesures d'accompagnement sont restées à des niveaux pré-Covid. Et sur des secteurs où, pour le coup... C'est quoi, niveau pré-Covid? On admet 1 mois par année d'engagement. D'accord. Année d'engagement ferme. Absolument. Ok. Ouais. Après, sur d'autres secteurs tels que la zone aéronautique, pour le coup, ça a été un peu plus généreux en termes d'accompagnement parce que le stock est beaucoup plus important. Voilà. Le stock, l'offre, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est sur l'offre immédiatement disponible? Est-ce que ça enfle? Est-ce qu'au contraire, les investisseurs et les promoteurs ont mis le pied sur le frein? Elle a enflé, mais ce phénomène est en train de se tarir. Donc il y a eu une grande vague de restitution sur la zone aéronautique. Il y a eu un réflexe au lendemain de la crise sanitaire de la part de cette industrie de restituer des dizaines de milliers de mètres carrés, malheureusement. Voilà. Ça faisait partie de leur plan de sauvegarde. Mais là, ça y est, on a fait les stocks hier et on était en train avec l'OTIE et on voyait que c'était en train de voilà. Donc, et le stock, somme toute, il est raisonnable sur notre métropole parce qu'on est à 5% du parc immobilier total. Donc 5% de vacances. 5% de vacances, pardon. Oui, absolument. Donc on est, c'est tout à fait supportable. D'accord. Voilà. Et d'autant qu'il y a un stock qui est quand même un peu scotché parce qu'on a des immeubles qui sont anciens ou qui sont obsolètes et pour le coup pour lesquels on aura du mal à trouver des preneurs. Ceux-là, c'est quoi? Ils sont voués à être transformés, à être restructurés? C'est ce que disait tout à l'heure en introduction Julie. C'est compliqué parce que l'équation économique ne fonctionne pas toujours. Donc, c'est aussi des volontés politiques, c'est difficile. On a vraiment, c'est un peu, c'est des équations compliquées. Très bien. Merci beaucoup pour cette introduction sur le marché. Je vais laisser la parole maintenant à Delphine Marie Perronne. Je voudrais juste qu'on puisse un peu voir l'évolution des besoins des utilisateurs, de voir comment la crise sanitaire impacte les stratégies immobilières des utilisateurs. Et on va commencer peut-être simplement par vous et le nouveau campus que vous avez eu la bonne idée d'avoir entre 2 confinements. C'est ça? Racontez-nous un tout petit peu cette opération immobilière et comment ça, tout à fait. Comment ça se déroule. Donc en fait, le projet du campus Orange Tolosa, c'est un projet qui était dans les cartons depuis pas mal de temps. Alors dans mon ancien job, j'ai participé en fait au schéma directeur immobilier de l'agglomération toulousaine. Donc ça date de 2014. Donc on a initié ce projet en 2014. Et l'idée, c'était de regrouper la majorité de nos sites toulousains. Donc là, aujourd'hui, il faut savoir que le campus Orange Tolosa, c'est 12 sites que nous avions sur Toulouse et proche périphérie. Donc c'était à la fois un parc locatif et un parc patrimonial. Et on a concrétisé finalement cette opération de regroupement en 2018. C'est-à-dire on avait fait valider auprès des comités d'engagement d'Orange le fait que nous allions vraiment partir sur un nouveau campus. Et l'idée de départ, c'était de pouvoir regrouper l'ensemble des salariés et initier de nouvelles dynamiques de travail.
Donc l'idée de départ, c'était surtout, alors outre une logique financière, hein, bien évidemment, puisque nous étions sur un parc très vieillissant et qui commençait à nous coûter quand même très très cher d'un point de vue entretien. Mais la logique de démarrage était d'initier voilà, de nouveaux modes de travail, puisqu'il faut savoir que chez Orange, à l'époque, on était plutôt sur des bureaux individuels, avec des collections diversifiées en fait, de la part de nos salariés dans leurs bureaux. Donc on avait une appropriation en fait, de l'espace de travail qui était quand même assez importante. Et donc on est parti sur ce projet-là voilà, au démarrage. Et puis est arrivée la crise sanitaire. Et alors là, ça a été des grands questionnements de savoir comment on allait pouvoir occuper nos 17 000 m² de surface tertiaire sur le campus d'Orange Tolosa. Donc c'est vrai que ça a été un gros bouleversement chez nous parce que pour le coup, effectivement, même des activités comme des plateaux d'appel qui n'étaient pas du tout voués à être en télétravail se sont retrouvés du jour au lendemain en télétravail justement. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce sont des activités pour lesquelles on a une explosion des accords de télétravail d'ailleurs, puisque les managers ont enfin compris que finalement le fait d'avoir leurs salariés à disposition immédiate auprès de leur bureau n'était pas forcément légion et que ça se passait quand même plutôt bien en ayant ces équipes à distance. Donc c'est vrai que ça a été... Juste 17 000 m², c'est pour combien de salariés en 2018 là, quand vous avez... Alors, on était sur 1200. D'accord. En fait, aujourd'hui, le campus, c'est 1200 salariés. Avec une volonté, je ne vous cache pas, d'optimisation, bien sûr, puisque effectivement la crise sanitaire étant passée par là et les accords de télétravail ayant un petit peu explosé quand même, il va falloir occuper ce campus. Donc on a volonté aussi de pouvoir accueillir d'autres sites, puisqu'on a encore quelques autres sites sur l'agglomération toulousaine qu'il nous faudra rapatrier donc, sur le campus. Donc on a 17 000 m², on a effectivement un pôle restauration de 1500 m² et un parking silo qui déploie 680, un peu moins de 700 places de stationnement. Et un certain nombre de services tout autour qui permettent effectivement voilà, de faire en sorte que les salariés se sentent quand même bien sur le campus. Comment se passe le retour au bureau ? Alors le retour au bureau, disons qu'il se passe très bien. En fait, pour tout vous dire, la crise Covid nous a quand même aidés sur le sujet. C'est-à-dire que le campus a été livré en début d'année et on a commencé à accueillir en fait, les premiers salariés fin mai. Donc on a accueilli des salariés par petits groupes de 30 à 50 personnes. Donc depuis la fin du mois de mai jusqu'à la mi-juillet, on a accueilli tous les salariés. Et on leur a fait une petite visite du campus systématiquement, etc. Donc ça a été un très très gros travail organisé par les équipes de la direction de site. Mais au final, ça nous a permis d'avoir un accueil personnalisé des salariés et de leur montrer que les espaces de travail étaient vraiment très agréables. Parce que bon, on ne va pas se cacher, on a un très très bel outil de travail. Et on leur a fait des démonstrations effectivement de leur poste de travail, des salles de réunion, puisqu'on est allé sur une digitalisation du campus quand même assez poussée en fait. Parce que comme on le disait tout à l'heure, effectivement avec cette crise Covid, il a fallu s'adapter, donc parler d'agilité en fait dans le mot d'ordre de la conférence, mais c'est vrai que là, ça a été vraiment de l'agilité qu'il a fallu prouver de la part de l'équipe projet. Mais il fallait presque convaincre les équipes du bienfait du bureau, de cet outil de travail Pas tous, mais une grosse partie, oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que les salariés ont quand même pris des habitudes de travail chez eux. Ils pouvaient effectivement allier le sport avec le travail donc à domicile. Enfin, c'est vrai qu'on a tous pris des habitudes qu'il faut aujourd'hui modifier, modeler. Donc c'est vrai que ça n'a pas été simple, mais je trouve qu'on a quand même assez bien réussi le projet d'Orange Tolosa. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas sur des occupations extraordinaire, hein. On est à peu près à 30% d'occupation du campus, mais on espère... Vous avez un accord de télétravail chez Orange qui... Alors, entre 1 et 3 jours.
Donc c'est En 1 télé. et 3 jours de travail présentiel ou 1 Alors, on peut aller, les accords de télétravail, c'est jusqu'à 3 jours possibles de télétravail, en fait. D'accord. Mais aujourd'hui, le groupe Orange souhaite que les salariés reviennent à 100% sur le site. Donc, à partir du mois d'octobre, normalement, à 100%, les salariés devront être présents, hormis les personnes qui ont un accord de télétravail. Mais voilà, aujourd'hui, on est à 3 jours hors accord de télétravail, encore une fois, hein, mais on est à 3 jours obligatoires sur site demandés par le groupe. Ok, très bien. J'ai envie d'étendre la question du retour au bureau à Nicolas Cochard. Comment ça se passe très concrètement avec ce télétravail qui était un peu la crainte des managers avant la crise sanitaire et qui aujourd'hui est devenu juste la norme en fait, presque. Oui, c'est devenu la norme, mais depuis un an, on entend beaucoup de choses et on lit beaucoup de choses sur le fait que le télétravail est un gain pour le salarié. Et parfois, on oublie aussi la dimension performance collective. Et on parle beaucoup depuis un an, comme si le rapport de force était un petit peu inversé. Là, j'entends beaucoup de choses. Comment faire en sorte que les gens reviennent, quoi. Dans l'histoire du travail, c'est quand même pas anodin. C'est assez étonnant que des employeurs se disent comment on va faire revenir les gens, quoi. Le tournant, c'est que l'espace-temps de travail, il a éclaté, évidemment, on le sait tous. Et on entend de plus en plus d'employeurs qui disent mais quelle stratégie je vais pouvoir mettre en place pour que les gens reviennent, avec une question qui est assez éludée pour le moment. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on est en train de promouvoir la circulation de l'information, l'échange comme source de performance des entreprises, notamment servicielles. Et le grand questionnement actuel, c'est quid de la circulation de l'information et de l'échange dans un contexte où on se voit moins, et in fine, quel va être l'impact réel sur la performance globale de l'entreprise, quoi. Et donc voilà des questions qu'on ne pose pas beaucoup en ce moment, parce que le prisme qu'on observe, c'est le prisme salarié, bien-être, QVT, etc. Oui, n'empêche qu'en face, il y a des organisations qui ont des objectifs de performance, et la grande question, c'est de savoir s'il ne va pas y avoir un impact sur tout ça. Et nous, ce qu'on observe effectivement, ce sont côté Cardam des clients utilisateurs qui sont complètement perdus encore actuellement sur le dimensionnement, sur l'offre pour être attractif. C'est ce que j'entends beaucoup, attirer et être attractif au niveau de la rétention aussi des salariés. Voilà des questionnements qui parfois étonnent un peu en disant l'employeur se pose la question de savoir comment il va pouvoir faire en sorte que les gens reviennent. C'est quand même pas banal, quoi. Ce qui veut dire que le salaire ne suffit plus en fait. Oui, parce que... je suis désolé d'être un peu basique. Oui, sans doute. Alors, le salaire ne suffit plus. Alors, moi, je me méfie toujours aussi, parfois, du côté élitiste de ce qu'on peut lire depuis un an. Tout le monde en France n'est pas un cadre tertiaire parisien dont le libéralisme managérial est le quotidien, quoi. Il y a beaucoup de salariés qui aujourd'hui sont 9-18 heures. Moi j'habite à Caen en Normandie, tertiaire, 9-18, on va au bureau 4 jours sur 5, quoi. Donc attention aussi à ce qu'on peut observer qui est peut-être un peu éloigné ne prenons pas peut-être une tendance pour une généralité absolue dans l'emploi tertiaire aujourd'hui. Mais pour répondre à la remarque, oui, en tout cas, le salaire ne suffit plus. En tout cas, ce n'est plus le seul questionnement du salarié sur son parcours de salarié dans la semaine. Et nous, ce qu'on observe, c'est une demande de plus en plus forte de fluidité dans le parcours du salarié depuis le moment où il travaille chez lui, il quitte son domicile, il va au bureau. Il demande de plus en plus de fluidité, ce qui fait l'éclatement du 9h-18h traditionnel. Permettez-moi d'arriver à l'heure que je veux, surtout en Ile-de-France ou dans les grandes métropoles, pour éviter toute la contrainte transport. Je veux arriver au bureau avec une fluidité en contexte d'hybridation. Je ne veux pas passer un quart d'heure à devoir chercher le câble de la vidéoconférence dans la salle de réunion. Je veux pouvoir avoir des outils ultra performants et me mettre au travail collectivement en 2 minutes. Et je veux que mon parcours soit
Et ça, c'est un vrai changement, soit le moins contraint possible, pour justement que la baisse de la contrainte me permette en contrepartie de faire du sport, de pouvoir aller chercher les enfants, etc. Ça, concrètement, quand on revient au niveau du bâti, comment ça se concrétise dans l'environnement du poste de travail? Il a complètement muté. Ça veut dire qu'un immeuble de bureau peut devenir demain une succession de salles de réunion? Alors, oui, alors ça, on le lit effectivement, on l'entend beaucoup depuis un an, le tout collectif de la vocation future du bureau. Or, nous, on a mené des enquêtes qui ont montré qu'il y avait des besoins aussi à prendre en compte à l'échelle individuelle. Tout le monde en France n'a pas envie de travailler chez soi. Tout le monde n'arrive pas à travailler chez soi. Nous, on a des salariés qui nous disent « j'arrive pas à m'y mettre quand je suis à la maison », pour différentes raisons. Et donc, ça veut bien dire quand même que ces gens-là, il faut leur assurer un accueil sur un poste de travail individuel et que la venue au bureau ne sera pas que collective. On observe beaucoup de moins de 30 ans et de plus de 50 ans qui sont en demande d'aller sur des lieux de sociabilité et de ne pas rester seul 3 jours sur 5 à la maison. Donc il va falloir prendre en compte, et c'est un peu la question complexe du moment, des besoins très variés, au-delà de grands profils qu'on essaye de cerner en ce moment. Telle catégorie, télétravail beaucoup, telle autre moins. Mais nous, on observe que des profils identiques vont avoir des besoins différents. Donc, ça veut bien dire que ces gens-là, si vous êtes un employeur et que vous avez une part non négligeable de vos salariés qui vous demandent un poste de travail pour travailler à l'ancienne, on dit ça comme ça maintenant, pour travailler comme avant. Ouais, oui, pas grave, moi je suis vieux. Pour travailler comme avant, c'est-à-dire comme il y a 1 an et demi, quoi. Et ben, va bien falloir accueillir ces gens, y compris sous l'angle de la performance. Si nous, on voit des personnes dire j'admets être moins performant en télétravail qu'au bureau. Vous êtes un employeur, vous allez bien devoir accueillir ces gens pour prendre en compte la performance globale de votre organisation. Jusqu'où on pourra aller dans la personnalisation de l'environnement du poste de travail? Parce qu'au bout d'un moment, c'est que du sur-mesure. Le sur-mesure, ça coûte un tout petit peu plus cher que le prêt-à-porter. Oui, mais par la possibilité pour le salarié de choisir. Donc ça passe par parfois une révolution culturelle dans les entreprises au niveau de la responsabilisation, la confiance, l'autonomie. Sauf que le sur-mesure, évidemment, il n'est possible que si vous avez toute l'offre spatiale possible et l'offre servicielle possible pour que n'importe qui puisse choisir, dans le cadre imparti dans l'accord télétravail, par exemple, mais où il veut travailler et dans quelles conditions. Et donc le choix, c'est le gros enjeu de la réflexion sur les bureaux de demain. Comment faire en sorte que l'offre que l'on va proposer aux salariés permette à n'importe qui de pouvoir choisir s'il veut travailler ici ou là, en choisissant le meilleur endroit pour qu'il effectue telle ou telle tâche ou telle fonction. C'est le choix qui va prévaloir sans doute. Est-ce que l'offre demain, et ma question s'adresse à Élodie et à Delphine, elle passera aussi par une refonte des schémas directeurs immobiliers? Est-ce que Orange aurait eu la même réflexion de se regrouper sur un campus après le Covid? Alors, nous, on aurait peut-être eu cette réflexion, effectivement, puisque, comme je le disais tout à l'heure, nous étions sur un certain nombre de sites très vieillissants. Donc, on aurait eu cette réflexion de toute façon. Maintenant, là où on aurait peut-être changé nos modes de réflexion, c'est sur le taux de flex que nous avons pris en compte. Puisque lorsque nous avons étudié le schéma directeur immobilier, nous étions sur un taux de flex à 0,8. Donc effectivement, si on devait le réfléchir à nouveau aujourd'hui, on serait peut-être sur des taux de flex bien inférieurs, mais avec beaucoup plus d'espace collaboratif, puisque effectivement, comme le disait Nicolas, aujourd'hui, les salariés veulent revenir sur site pour échanger, partager, pas forcément s'asseoir à leur poste de travail. Alors ça dépend effectivement des entités, mais aujourd'hui, voilà, ils veulent revenir au bureau pour échanger avec leurs collègues, faire des réunions ensemble. Et c'est vrai que nous, sur le campus d'Orange Tolosa, quelques chiffres, on a un peu plus de 900 positions de travail pour 1200 salariés,
Mais on a énormément de salles de réunion, de bulles, d'espaces collaboratifs. Et aujourd'hui, on est à 2400 positions de travail pour 1200 salariés. Donc en fait, on a un petit peu inversé les choses et on propose beaucoup plus d'espaces collaboratifs que de positions de travail. Et on le voit aujourd'hui, c'est vrai que pour voir vivre le campus depuis maintenant quelques semaines, la plupart des salariés se retrouvent plutôt effectivement dans les salles de réunion, dans les espaces événementiels. Ils bougent, il y a une forme de nomadisme interne ou il y a un instinct grégaire, on se pose toujours à la même place? Alors ça dépend je vous dis ça parce que moi je me pose toujours à la même place en fait. Ça dépend des services en fait. Effectivement, l'idée du campus, c'est de dire aux salariés, bon, vous êtes organisés en territoire d'équipe, donc c'est-à-dire que là on est en total flex. J'aime pas trop ce mot et c'est pas ce mot qu'on emploie en fait au sein d'Orange, mais c'est vrai qu'aujourd'hui un salarié qui arrive, il sait qu'il a son territoire d'équipe et il s'installe là où il le souhaite, sur des bureaux électriques, sur des bureaux, des postes de travail fixes, dans des bulles, là où il le souhaite. Et ce qu'on essaie de leur faire comprendre, c'est que le campus est là aussi pour essayer de partager, d'échanger, d'aller découvrir les autres métiers. Et donc, si vous êtes, parce que bon, on a 4 bâtiments sur le campus, mais si vous êtes installé au bâtiment C, n'hésitez pas à aller au bâtiment A. Et c'est vrai que certaines entités ont encore un peu de mal, je l'avoue, à changer. Alors, c'est vrai qu'il y a des activités qui ne peuvent pas être... voilà, pour lesquels les salariés ne peuvent pas bouger, parce qu'on a des entités de supervision, par exemple, avec 4 écrans sur le poste de travail. Là, typiquement, ils ne peuvent pas aller du bâtiment A au bâtiment C et inversement. Par contre, nous, direction de site, c'est vrai qu'on essaye de promouvoir un petit peu ce changement de mentalité. On commence à y arriver, j'avoue, mais je pense que le chemin sera encore un petit peu long. Il faut faire un peu de pédagogie. Concernant les territoires d'équipe, nous, ce qu'on observe, c'est que quand il n'y en a pas, eh bien, les gens en font quand même, de toute façon. Et vous pouvez être sûr qu'il y a des stratégies collectives d'appropriation de l'espace qui font que vous aurez des territoires d'équipe 2 mois après l'emménagement. D'accord, en fonction des affinités, pas forcément en fonction du boulot. Oui. Ça peut être un peu tout. Alors, si quand même fonctionnel, des territoires vraiment fonctionnels où on a besoin d'échanger à petite échelle. Et on observe, on a d'ailleurs une doctorante qui termine sa thèse et qui le prouve, qu'il y a des stratégies, des comportements collectifs où pas de territoire, on va en faire nous-mêmes. Oui, et c'est vrai que pour rebondir, si je peux me permettre, effectivement, nous on observe cette posture de la part de salariés qui finalement travaillent sur d'autres sites. Parce que, tout le monde veut venir à Orange Tolosa, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle pour nous. Et en fait, on a beaucoup de demandes de salariés qui sont sur des sites à Blagnac, à Colomiers, Portet ou autres, qui veulent venir travailler à Orange Tolosa et travailler avec les équipes avec lesquelles elles avaient l'habitude de travailler auparavant. Et ça, c'est un phénomène assez nouveau qu'on observe et qui est plutôt rassurant finalement, parce qu'on va peut-être réussir à optimiser finalement le campus de manière assez naturelle. Ils veulent revenir au bureau. Élodie, un petit mot mot sur les schémas directeurs immobiliers, parce qu'on a des retours maintenant de CBRE Europe. On considère aujourd'hui qu'il y a 20% des directions immobilières qui ont initié des transformations. Il y a 50% des entreprises qui sont en réflexion. Donc ça veut dire qu'il y a 70% aujourd'hui des entreprises qui sont dans une conduite du changement. Voilà, donc c'est quand même un phénomène massif. Sur Toulouse, dans les demandes que vous voyez émerger, est-ce qu'il y a toujours une logique de rationalisation des mètres carrés et on essaie de se regrouper parce que c'est un réflexe naturel, ou au contraire d'éclater à travers des tiers-lieux, à travers du coworking, à travers d'autres offres qui permettent aussi de ponctuer le parcours client, j'ai envie de dire, de l'utilisateur? Alors, au plus dur de la crise, il y a eu un phénomène de rationalisation. Donc, on a restitué des surfaces en fin de bail, où on a aussi constaté en cours de bail de la sous-location d'espace. Donc ça, c'est en train de se stopper. Sur la rationalisation post-Covid, aller chercher un petit peu moins de surface, c'est pas forcément le cas. On s'aperçoit que le travail collaboratif est vraiment au centre des nouveaux aménagements, qui va correspondre à peu près à 70% du temps de travail, dans temps de présence au bureau, et 30% en temps individuel. Sur le coworking, sur les espaces, sur l'entreprise distribuée, l'entreprise étendue,
On commence à voir aussi ce phénomène, et notamment dans toute l'industrie aéronautique, parce que pour le coup, ils travaillent beaucoup en mode projet. Et donc, ça se prête très bien à l'utilisation d'espaces de coworking. Voilà. C'est plutôt ce qu'on constate. On n'est pas encore dans ce phénomène où une entreprise va se dire moi, ça peut m'intéresser d'avoir une implantation au nord-ouest, mais me rapprocher aussi de mes collaborateurs qui habitent dans le sud-est. On n'a pas encore trop ce système de polarisation. Je pense que la métropole n'est pas suffisamment grande. Donc on est vraiment sur l'entreprise étendue, mode projet, aller chercher des espaces pour répondre à un besoin à un instant T. De l'agilité, en un mot. Absolument. Très bien, ça me donne une transition pour accueillir Christophe. Désolé. Mais agilité, flexibilité, économie, c'est un peu le thème de notre mini Tour de France. Donc je voudrais qu'on puisse peut-être l'illustrer. Christophe Burkhardt, directeur général France d'IWG, sur l'agilité dans l'exploitation des mètres carrés. Peut-être déjà juste un préambule sur ce qui s'est dit, 2-3 réactions peut-être. La bonne nouvelle, c'est qu'on voit à peu près les mêmes choses. Je suis assez d'accord avec ce que disait Nicolas sur le fait de dire qu'il est très difficile d'avoir des réponses qui sont valables pour tout le monde. Néanmoins, on commence à avoir des grandes tendances. Je pense que ce que disait Delphine sur la multiplication des accords de télétravail permettent des nouvelles manières de fonctionner. Et cette notion d'entreprise étendue dont parlait Élodie, on commence effectivement à la voir. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'entreprises qui essayent de passer d'un modèle assez rigide, qui est je travaille dans les bureaux de l'entreprise ou éventuellement chez moi, à un modèle où on offre plusieurs lieux de travail. Et ça, c'est que le début, mais si vous prenez par exemple notre portefeuille de clients, on a aujourd'hui 6 millions de mètres carrés de coworking dans le monde, et l'entreprise a 30 ans, à la fin de l'année 2020, nous avions 3,5 millions d'utilisateurs de ces espaces-là. Et en 6 mois, sur les 6 premiers mois de l'année 2021, on a rajouté 1 million. C'est-à-dire ce qu'on faisait en 10 ans, on l'a fait en 6 mois. Et quand vous regardez le profil et les offres que ces utilisateurs-là ont utilisées, une partie, c'est des bureaux privatisés, etc. Donc on va dire, c'est du traditionnel dans des environnements coworking, mais la grande majorité, à peu près presque 80%, c'est une offre qu'on appelle membership, c'est-à-dire on prend un abonnement à un réseau. Et donc, des entreprises comme Talentsoft en France ou Dell distribuent des cartes d'abonnement à leurs employés en leur disant une nouvelle manière de travailler, c'est vous venez en présentiel dans l'entreprise quand il y a quelque chose à faire. Le fait de se retrouver, la culture d'entreprise, etc. C'est extrêmement important. Et moi, je ne pense pas du tout que le bureau est mort, comme certains peuvent le dire. Le fait de travailler à domicile, ça peut être une solution quand vous avez un certain nombre de tâches très isolées à travailler, mais je suis d'accord aussi pour dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas travailler de chez eux. Moi, je ne peux pas, par exemple. Donc, il faut trouver des lieux pas très très loin de chez eux, où on peut trouver des communautés, etc. Et donc, je pense que ce nouveau modèle-là, ces entreprises-là, mettent à la disposition une organisation du travail auprès de leurs collaborateurs, et l'immobilier doit accompagner cette nouvelle organisation du travail. Et moi, je pense que demain, les grandes sociétés auront une organisation avec des bureaux d'entreprise, du travail à domicile, et ensuite des réseaux de lieux de travail qui peuvent être des lieux de travail comme Orange, vous avez des sites un peu partout en France, ou alors en utilisant des réseaux d'opérateurs comme nous pour pouvoir donner cette offre. C'est une demande qui a muté avec la crise sanitaire ou qui était déjà un peu émergente avant d'avoir une logique de réseau? Non, c'est une accélération phénoménale. Franchement, c'est de 1 à 1000 quasiment. Avant la crise, on avait moins de 1000 clients sur cette partie abonnement, enfin moins de 1000 abonnements. Aujourd'hui, on en a 700 000 et ça va très 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 vite. Et donc, ça nous met d'ailleurs, nous, une pression très forte chez IWG parce que si on va jusqu'au bout du concept, il faut trouver un site, peu importe à l'endroit où on se trouve. Donc, vous prenez en France, par exemple, on a 130 sites dans 76 villes. On a maintenant un plan de développement à 1000 sites qu'on va faire en organique avec des franchisés. Si vous prenez Toulouse, on avait 3 sites qui étaient à Compense, à Caffarelli, à Jean Jaurès et à Blagnac. On vient d'en ouvrir 2 avec nos partenaires CBRE. Celui-là est Ramonville et notre plan, c'est 15 à terme. Et quand je parle de terme, c'est 5 ans. Ça ne peut pas être plus. Donc, créer ce maillage des territoires
fluidifier l'utilisation de l'espace de travail, c'est vraiment pour moi la manière de fonctionner demain. Et dans une industrie où Netflix, Blablacar donne cette flexibilité-là, il faut également qu'on l'ait dans le domaine des espaces de Et travail. ça veut dire qu'il faut servir aussi, j'allais dire, le mètre carré en instantané. Donc on est obligé, pas de faire du surbooking, mais presque d'avoir une suroffre intrinsèque. Parce que si on a un abonnement réseau et que c'est plein, je fais comment, moi? En fait, c'est pour ça que c'est important de mailler. Donc vous prenez par exemple ici, on n'est pas si loin de Campos Caffarelli et de Jean Jaurès. Donc si par hasard un client venait n'a pas de place à l'instant T, on peut trouver un centre pas très très loin. Donc l'idée, c'est vraiment effectivement d'avoir des centres partout pour que ce soit facile. Et encore une fois, aujourd'hui l'immobilier est très rigide. Les espaces de travail, si vous avez un espace de travail et un desk, demain il faut que ce soit extrêmement fluide et que l'on consomme ces espaces de travail comme un service, qu'on utilise uniquement ce dont on a besoin et que l'entreprise ne paye que ce qu'on utilise. Quand je vous parlais de l'exemple de ce programme membership, quand les collaborateurs arrivent dans les centres, ils font un check-in à l'arrivée, un check-out à la sortie, et l'entreprise n'est facturée que du temps passé. Donc c'est extrêmement flexible. On a tué le bail le 369, là, ça y est. Les bailleurs peuvent partir, c'est fini, c'est la fin du business model, non? Non, honnêtement, je ne pense pas. Aujourd'hui, le marché du travail flexible, c'est entre 2 et 3% en France. Je ne vois pas comment ces 2 et 3% peuvent devenir 100%. Je pense qu'il faut avoir d'abord une analyse par type de société. Donc pour les toutes petites et celles qui grandissent vite, je pense effectivement que le modèle flexible sera majoritairement la sélection. Donc on prend par exemple Réseautech ici dans notre centre de Campos Caffarelli. C'est une dame qui a créé cette entreprise en plein Covid. Donc déjà, le choix des possibles pour trouver des bureaux, c'était pas évident. Donc nous, on est resté ouvert pendant les différents confinements. Elle est arrivée à 1 an et là, ils sont déjà 6. Elle ne savait pas, quand elle est arrivée il y a 1 an, combien ils seraient 6 mois après. Donc pour ces entreprises-là, ça paraît évident que le modèle flexible est le plus approprié. Ensuite se pose la question des grands comptes, des très grandes entreprises. Et là, je pense que c'est vraiment quelque chose de très complémentaire qu'on peut mettre en place avec eux. Je pense qu'il y a deux sujets de partenariat. Le premier, c'est rendre tout ce qui est secondaire, on va dire satellite, les localisations satellites, il faut les passer en flex, selon moi. Donc des sociétés comme Oracle, par exemple, ou comme Rank Xerox, depuis longtemps, on dit, moi, je conserve mon siège social, parce que c'est chez moi, c'est ma vitrine par rapport au marché, c'est là où les collaborateurs de l'entreprise se sentent chez eux. Et tout le reste, je le mets en flexible. Donc toutes les agences ont été fermées à la fin des baux et toutes les équipes qui en plus travaillent en mode projet, donc ont besoin de flexibilité en termes d'effectifs, sont passées chez Regus. Donc ça, c'est un sujet où effectivement, vous trouvez la complémentarité entre le bail conventionnel et des solutions flex. Deuxième possibilité, il y a encore des entreprises qui ont trop de mètres carrés, il y en a encore. Et donc, on est capable de travailler avec eux, soit sous forme de sous-location, soit sous forme de contrat de prestation de services. Et on va s'installer chez eux pour créer des espaces de flexibilité. Soit pour eux-mêmes, donc on l'a fait avec Casino par exemple, qui avait toujours besoin d'équipes en mode projet, donc on a sous-loué en plein centre de leur siège social pour offrir cette flexibilité-là. Parce qu'eux étaient incapables de l'organiser en interne. Eux, ils ne pouvaient pas, c'est pas leur métier. Ils font la grande distribution, c'est déjà assez compliqué en ce moment par rapport à l'e-commerce, donc on l'a fait pour eux. Et du coup, ils ont fait venir leurs sous-traitants, leurs partenaires, certains de leurs prestataires proches de chez eux. Donc on est en train de s'installer soit au sein de grandes tours pour apporter ce service, soit au sein même de sièges sociaux de grandes entreprises. C'est du corpo working, c'est ça? Oui, on peut l'appeler comme on veut, mais l'idée, c'est apporter de la flexibilité et du service au sein de ces entités. Ça coûte plus cher, la flexibilité? Alors, je pense que jusqu'à un certain nombre de postes de travail, c'est moins cher, parce que vous avez tout un tas de coûts que vous ne prenez pas en direct. Donc, vous êtes une entreprise de 10 personnes, vous n'allez pas embaucher quelqu'un à l'accueil, vous n'allez pas gérer la maintenance, vous n'avez pas besoin d'office manager. Donc tout ça, pour toutes ces entreprises-là, c'est beaucoup moins cher. Et quand on arrive sur des volumes importants, il faut selon moi, prendre en compte deux choses. D'abord, le fait que les directeurs financiers aiment bien les charges variables plutôt que les immobilisations. Et avec la nouvelle norme comptable IFRS,
eh bien, les directeurs financiers préfèrent ne pas impacter le bilan, mais plutôt travailler sous forme de charge. Or, ce que nous proposons à nos clients, ça n'est pas un bail, c'est un contrat de service. Donc on passe dans le compte d'exploitation des entreprises, non pas dans le bilan, ça les intéresse. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir arrêter ou reprendre comme ils le veulent. Donc sur un terme important, les entreprises ont de plus en plus de mal à savoir ce dont elles ont besoin sur des durées très longues, et le fait de pouvoir prendre, arrêter, augmenter, réduire, eh bien fait qu'au final, sur une certaine durée, ça vaut moins cher, y compris pour ces très grandes organisations. Et vous avez d'ailleurs maintenant des gens comme Thales, comme la Banque de France, qui s'installent chez nous pendant 3, 4, 5 ans. On a Alstom qui s'est installé également chez Regus, ici à Toulouse, qui signe un contrat de 35 mois renouvelable. Donc ce sont des implantations pérennes. Est-ce qu'ils viennent chercher aussi un niveau de service qu'ils ne trouvent pas d'ordinaire dans une location classique ou dans un immeuble de bureau classique ? Alors, on parlait tout à l'heure de rémunération versus environnement de travail. Oui, on voit quand même qu'il y a une demande assez forte des collaborateurs d'entreprise de trouver des lieux de travail où l'expérience globale doit être positive. Mais ça, je pense que vous l'avez fait dans votre campus, donc il faut avoir des aménagements qui vont bien, les services qui vont bien, le bien-être, le sport, etc. Ce qu'aiment vraiment les gens quand ils viennent chez nous, c'est cette notion de nomadisme. C'est que lorsque je suis client d'un centre, quand je suis en déplacement, que ce soit à Paris, à Toulouse, à Singapour ou à New York, je peux trouver un endroit où travailler. Et lorsque vous êtes client d'un centre, vous signez ici un contrat en tant qu'entreprise. Lorsque vous êtes dans une autre ville, eh bien, vous pouvez accéder gratuitement à un centre du réseau IWG. Et ça, c'est une vraie valeur. Et on sait que, pour être précis, 54% de nos clients utilisent au moins 2 fois par semaine un autre centre que le centre de résidence principale où ils ont signé leur contrat. Donc ce nomadisme est vraiment très très important. Nicolas, peut-être une réaction à ce qui s'est dit, notamment sur le niveau de service. Est-ce que demain, l'immeuble de bureau, il doit être serviciel ou il ne sera plus ? Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. À partir du moment où, ce qui va être l'avenir, on ira moins au bureau, on va en attendre davantage. Et sous l'angle de l'absence de contraintes et de la fluidité du parcours client, comme l'expression qu'on a utilisée tout à l'heure. Donc ça veut dire des standards déjà de confort physique qui sont appelés à s'élever, des standards de confort fonctionnel qui sont aussi appelés à s'élever. Bon, le digital aura évidemment sa part dans cette élévation, parce que on parle beaucoup d'hybridation ces derniers temps. Et l'hybridation, concrètement, ça veut dire que chacun d'entre nous risque de se retrouver à être dans une salle de réunion, et on le voit même avec des clients, finalement, moi je ne suis pas là, je suis en visio. Mais il faut la salle de réunion pour que tout le monde se mette à bosser avec la plus grande facilité. Et ensuite, tout ça, ça va participer à un confort psychologique qui fera que je sais que lorsque je me rends sur un lieu de travail, quel qu'il soit, le siège, un satellite, quel qu'il soit, le travail que je vais pouvoir effectuer, je n'aurai même pas à penser aux contraintes et aux problèmes que ces nouvelles mobilités vont générer. Et donc ça c'est vraiment l'un des enjeux, de dire, je sais que tout au long de ma journée, avec des interlocuteurs et un écosystème nomade, tout le monde va pouvoir bosser, peu importe où il se trouve et dans les conditions dans lesquelles il se trouve. Et ça, on a beaucoup parlé, on parlait beaucoup avant la crise de l'impact des embouteillages dans les grandes villes sur le PIB. Parfois, on disait que c'était 1%, 1,5% du PIB qui partait. J'ai jamais compris comment calculer ça, moi. Mais moi non plus. Bon, okay. Voilà. Donc on pousse le bouchon un peu loin, sans doute, avec les embouteillages, mais c'est une petite blague du matin. Et là, on peut s'interroger sur la part du PIB qui pourrait être endommagée par l'absence de fluidité dans le contexte hybride. On a tous fait l'expérience on est en visio, on n'arrive pas à brancher le câble, il y a le son qui ne marche pas, la réunion d'1 heure finalement dure 20 minutes, et on a tous perdu notre temps, quoi. Et si on prend ce temps sur toute l'année, il risque d'y avoir un problème au final
du fait que je sais que je gagne parce que mes mobilités du travail me permettent de faire mon sport le matin ou aller chercher les enfants, peu importe. Mais si j'y perds d'un autre côté dans l'effectuation de mes tâches, ça risque de générer un stress ambiant. Et c'est à peu près l'enjeu auquel on doit répondre aujourd'hui, peu importe l'acteur que l'on est, fluidité du parcours utilisateur. Chez Orange, ça se passe comment, la fluidité du parcours utilisateur? Totalement d'accord. Et peut-être sur la Nicolas. digitalisation, vous avez parlé d'un effort sur la digitalisation. Tout à fait, ouais. Aujourd'hui, le travail hybride, c'est ça? C'est du présentiel et du distanciel dans des salles de réunion ou ailleurs? Tout à fait. Et je parlais d'agilité tout à l'heure. Effectivement, l'équipe projet a été totalement sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'entre le moment où on a identifié les besoins remontés par les salariés et le moment où on a livré le campus, il y avait déjà effectivement un gap à passer, et notamment sur la partie digitalisation à l'extrême. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on a besoin de pouvoir se regrouper, alors, et en plus en mode Covid, où effectivement les salles sont réduites de moitié sur leur capacité. Il a fallu connecter en fait toutes les salles de réunion pour pouvoir faire des visioconférences avec des équipes qui étaient à Montpellier, à Bordeaux, à Paris et autres. Et c'est vrai qu'on a poussé un petit peu le bouchon jusqu'au boutisme. Toutes nos petites bulles de 2, 3 ou 4 personnes sont équipées de matériel innovant. Et nous, côté direction de site, on fait un accompagnement très poussé en fait, auprès des salariés, de manière à ce qu'ils aient effectivement une utilisation optimale de la salle dans laquelle ils se situent pour leur réunion. C'est-à-dire qu'à 9h, si leur réunion démarre, il faut qu'à 9h, elle démarre. Donc nous, côté direction de site, on a on a beaucoup de travail sur ce sujet-là. On les accompagne énormément, et c'est vrai que on s'aperçoit que l'accompagnement est extrêmement important sur tout type de sujet d'ailleurs. Hein. C'est la digitalisation, mais c'est aussi tout ce qui est effectivement nettoyage, parce que en mode Covid, évidemment, il faut que les lieux soient totalement sécures pour les salariés, surtout pour ceux qui craignent un petit peu de revenir au bureau. Donc il faut qu'on leur prouve que on est vraiment avec notre société de facility management vraiment au cœur du sujet. Et on a effectivement facilité tous les usages, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les salariés qui ont besoin de faire état d'une difficulté ou d'une problématique quelconque, on a affiché des QR codes en fait, dans toutes les salles de réunion, dans les espaces de travail, dans les espaces collaboratifs. Ils viennent flasher en fait, le QR code, nous font état de leur désagrément ou de leur problématique. Ça vient chez notre facility manager qui intervient tout de suite. En fait, on est dans la réactivité en permanence en fait. Vous êtes chez une Orange. nounou en fait, vous n'êtes plus un employeur. Alors, ça pourrait être ça effectivement. Mais oui, non, en fait, on s'aperçoit qu'il faut vraiment les accompagner, les rassurer. Et le fait de savoir que quelqu'un est là tout de suite, qu'il peut réagir tout de suite, en fait, c'est peut-être pour ça que tout le monde veut revenir à Orange Tolosa. C'est possible. Dernière petite question avant de laisser la parole au public et qu'on ait un échange avec la salle. Élodie, j'ai toujours appris, moi, dans l'immobilier, ça fait quelques années que je suis ce secteur, que l'emplacement était clé. Là, on me parle de nouveaux parcours clients, on me parle de réseau, mais qui est presque éclaté, on me parle de digitalisation. Est-ce que l'adresse a encore un sens? Oui, et en fait, c'est la quadrature du cercle. Il faut que l'entreprise soit performante, il faut que l'entreprise soit attractive, il faut qu'aujourd'hui elle soit désirable. Donc la localisation est un facteur clé en fait. Donc je ne doute pas que cet emplacement se remplisse très vite, parce que pour le coup on est sur un emplacement ultra prime. Nous on a un déficit d'offres en centre-ville à Toulouse et on sait que dès qu'on a un mètre carré qui est dispo, il part tout de suite et les valeurs prime continuent à grimper. Donc oui, l'emplacement est toujours au cœur Christophe, des préoccupations. Oui, c'est un critère clé. Évidemment, maintenant, encore une fois, je reviens sur le sujet des lieux de travail. La marque Stop and Work est une marque de notre portefeuille, est une marque que l'on retrouve dans des zones résidentielles, dans les agglomérations de grandes villes.
donc voilà, on n'est pas du tout dans des quartiers business. Cette marque-là est la seule marque dont le taux d'occupation a augmenté depuis le début de la crise. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les gens ont besoin de travailler proche de chez eux. Parce que, effectivement, le travail à domicile n'est pas toujours une panacée. Et donc, oui, il faut une bonne localisation, mais il faut une bonne localisation partout, pas que dans les primes. En fait, il faut être proche des mouvements des gens. Et donc, c'est pas une localisation, c'est des localisations. Et surtout à Toulouse, où pour le coup, on a vraiment une organisation de nos zones tertiaires, principalement en périphérie. C'est une ville qui s'est vraiment étendue. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un maillage important et qui... Ça veut dire que demain, c'est une révolution pour l'aménageur? Parce que les aménageurs, d'habitude, fonctionnent toujours en quartier d'affaires, quartier d'habitation. Alors, on essaie de mettre un peu de mixité des usages, mais ça, demain, c'est terminé. Nous, on aménage les sites de la même manière à peu près. Il n'y a pas de différence. Il y a des différences de taille en fonction des marchés. Notre plus petit site fait 340 mètres carrés, le plus grand fait 20 000 mètres carrés. Donc, c'est juste des questions de marché, mais les aménagements sont similaires. Ok, très bien. Et il nous reste 5 minutes pour des petites questions. Allez-y, j'ai 10 micros. Sinon, je désigne des volontaires. Vous n'avez pas de questions? Ah, voilà, il en faut toujours un. Attendez, je me déplace. Merci. C'est une question pour Nicolas, en fait. Et vous avez fait un commentaire qui me semblait très intéressant, qui était que les moins de 30 ans et les plus de 50 ans demandent plus des lieux de société, des lieux de convivialité, si j'ai bien compris. Et je me demande du coup, les raisons, est-ce qu'il y a des autres raisons, à part les enfants, pardon, à part les enfants, pour les gens entre 30 ans et 50 ans, est-ce qu'il y a des autres raisons pour lesquelles ils aimeraient aller au travail, à part la localisation qui me semble très importante du coup pour gagner du temps, etc. Des autres raisons pour lesquelles... oui, il y a d'autres raisons. Alors évidemment, la tranche d'âge avec des enfants jeunes à charge ne s'inscrit pas dans ces deux tranches, moins de 30 et plus de 50, mais il y a aussi une raison souvent managériale pour les plus de 50, avec une plus forte nécessité d'être présent sur le site, et pour les moins de 30 ans, une plus forte nécessité d'être présent sur le site pour être encadré. Donc on retrouve souvent la nécessité de l'encadrant et de l'encadré. Puisque quand on est plutôt jeune dans l'entreprise, on a besoin d'être accompagné. Et on a quand même vu depuis un an que ce n'était pas la meilleure solution de rester chez soi, quoi. Ensuite, il y a les conditions de logement. Dans les grandes métropoles, beaucoup d'interrogés de moins de 30 ans qui se sont exprimés nous ont dit « Moi, rester toute la journée au 6e étage dans mon boui-boui, c'est compliqué, quoi. » Et donc, c'est pour ça que je parlais de choix tout à l'heure, mais aussi de nécessité. Si vous avez des jeunes non présents, des managers qui sont présents sans les jeunes, ou alors des jeunes présents sans les managers, à un moment donné, c'est la performance globale de l'entreprise qui est en jeu. Et c'est pour ça qu'on doit essayer d'offrir la possibilité pour ces gens-là d'être sur site également, pas seulement pour répondre à leurs conditions personnelles, mais aussi parce qu'il y a des liens gages de performance derrière tout ça. Et si je comprends bien, ça veut dire que la remote company, c'est un mythe, ça ne peut pas fonctionner. Alors, je ne sais pas ce que c'est la remote company. C'est-à-dire 100% télétravail. Voilà, 100% télétravail. Alors, ouais, je pense que c'est un mythe parce que 100% télétravail, on est des animaux sociaux, on a besoin d'échanger. La promotion de nos manières de travailler aujourd'hui se fait autour de l'échange. Ça fait quand même des années. Si la crise n'avait pas existé, on est bien d'accord, depuis 15-20 ans, on ne dit que l'échange, la collaboration, l'interaction, sérendipité tous les matins. Et ben ça reste valable, évidemment. Donc avec la remote company, on ne se voit plus. J'ai du mal à croire que l'échange va être aussi riche qu'auparavant. Et peu importe l'endroit où ça se fera. Mais ça doit passer par un lieu avec une présence, à un moment donné, presque animale. On reste des animaux sociaux. Christophe. Il y a une chose qu'on a appris durant cette crise, c'est la résilience du bureau.
moi, souvent, je me dis, mais si on m'avait dit en février 2020 ce qui allait se passer, les confinements, mon taux d'occupation, qui était à l'époque au-dessus de 80% sur l'ensemble des centres en France, à combien serait-il? J'aurais dit peut-être 20, 30 si tout va bien. Parce que si on dit aux gens de rester chez eux, ils n'ont pas de raison de revenir au bureau. On n'est jamais descendu en dessous de 68% de taux d'occupation. Et on a des clients qui n'ont pas mis les pieds dans leur bureau pendant 1 an, qui ont renouvelé malgré tout leur contrat. Parce qu'à un moment donné, ils savent qu'ils vont revenir, ils savent que c'est important pour eux et pour leurs équipes, et ils veulent que ce soit dans le même environnement que celui qu'ils avaient avant la crise, parce qu'il y a cette notion d'appartenance, de lien social, etc. Donc, je ne crois absolument pas non plus au remote, je ne sais pas comment tu l'appelais, remote business, mais non, c'est pas. Et puis, je veux dire, la performance, je suis d'accord, la performance est forcément impactée. Imaginez des gens qui rejoignent des boîtes dont tout le monde, dans lesquelles tout le monde travaille de chez soi. Comment vous faites une induction, une formation? Comment est-ce que vous intégrez dans la culture de l'entreprise, quand vous connaissez les gens? Enfin, je veux dire, c'est juste impossible selon moi. On a d'ailleurs vu les difficultés de l'onboarding depuis 1 an et demi, avec des managers qui manageaient des gens qu'ils n'avaient jamais vus et des managers qui avaient des managers qu'ils ne connaissaient pas. Un peu compliqué quand même. Oui, c'est les limites du distanciel. J'avais une autre question. Oui. En fait, on parle souvent du challenge de faire revenir des gens dans la société. Et justement, vous avez répondu un tout petit peu, c'est quel est le challenge que l'on a par rapport aux nouvelles personnes qui arrivent dans une société. Par exemple, dans notre société, on a 110 personnes qui sont arrivées en l'espace de 2 ans. Bon, à part, elles connaissent le logo, elles connaissent la couleur du logo, mais elles ne connaissent pas notre société, quoi. Donc on a un gros challenge pour faire revenir, non pas pour faire revenir les gens, pour faire découvrir notre société et tout ce que l'on doit proposer. Donc ça, c'est un réel challenge. Donc ça, c'était la première question. La deuxième, c'était vis-à-vis de Toulouse. On a des grosses infrastructures qui arrivent. Est-ce que vous voyez des opportunités liées justement à ces infrastructures et à des changements immobiliers avec des transferts d'actifs qui vont être réalisés sur des biens obsolètes par des fonctions ou par le décret tertiaire? C'est pour moi, hein, cette pour question. Toulouse, ouais. Oui, alors du coup, il va y avoir un phénomène d'accélération, de transfert d'entreprises qui sont dans des immeubles qui commencent à être un peu vieillissants. Donc là, on a gagné un petit peu de temps parce que les obligations réglementaires ont été décalées d'1 année sur la thématique du décret tertiaire. Et donc, en fait, y a un effet presque d'aubaine entre les impacts du décret tertiaire, les impacts post-Covid, donc il faut réaménager les bureaux. Donc très clairement, c'est des préoccupations, c'est les préoccupations des directions immobilières. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on ne travaille plus qu'avec les directions immobilières. On travaille avec les directions immobilières, mais aussi avec les ressources humaines. Et quand ils en ont, des directions du développement durable. Voilà. Donc il y a vraiment un changement de paradigme. Et sur l'attractivité des talents, elle est vraiment au centre des préoccupations de toutes les organisations, si ça peut peut-être vous rassurer. C'est vraiment une problématique prégnante dans tous les domaines d'activité. Et quelle est la société qui recrute 110 personnes en... Ok, très bien. Je vais préparer mon CV. Une dernière question, ou sauf si Nicolas voulait dire un petit mot. Oui, juste sur le côté attractivité. Les salariés, quand ils parlent de leur bureau, ils disent leur lieu de travail. Et si vous regardez la définition de ce qu'est un lieu de travail, c'est autre chose qu'un espace. C'est quelque chose où il se passe quelque chose qui fait partie de mon identité. Et c'est ça qu'on est en train de perdre un petit peu depuis 1 an. C'est cette idée que quand je me rends dans un endroit qui me donne du sens, mon lieu de travail, ça participe de mon identité sociale. Et c'est un peu justement ça qui va peut-être encore redorer le blason du lieu de travail qui devra être peut-être plus qu'avant quelque chose où il y a une valeur immatérielle qui se joue. Et pour nous qui sommes acteurs de ce monde-là,
c'est presque un peu stimulant de se dire on va peut-être vraiment pouvoir donner de la valeur au lieu et aller au-delà de l'espace de travail. D'ailleurs, sur le sujet de l'aménagement d'espace, et je crois que, Delphine, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais je crois qu'il y a des ateliers participatifs sur les aménagements d'espace, souvent qui sont aujourd'hui proposés aux collaborateurs, de sorte à les faire adhérer, à les faire participer à la construction des nouveaux modèles. Oui, je confirme, effectivement, sur Orange Tolosa, on a co-construit en fait tous les espaces de travail avec les salariés en fait. Donc ça a été un travail de longue haleine, mais on est plutôt très, très satisfait, sachant qu'aujourd'hui, sur le campus, tous les espaces de travail sont complètement différents. C'est ce qui participe aussi au fait de promouvoir en fait comment dirais-je, de dire aux salariés, voilà, ne restez pas dans vos espaces de travail, mais allez voir ce qui se passe effectivement sur le territoire de l'équipe réseau, parce qu'on a des espaces de travail qui sont à l'effigie du rugby, à l'effigie de la nature, et tout ça, ça participe aussi à la découverte finalement des nouveaux espaces de travail. Et pour terminer, en fait, on n'a pas parlé de cet enjeu, et ça c'est notre enjeu du moment, nous, chez Orange, c'est de pouvoir faire en sorte que le campus puisse être occupé de manière naturelle et de manière effectivement à l'identique, j'aurais presque envie de dire, tous les jours de la semaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un campus en fait, qui est très occupé le mardi, le jeudi, un petit peu plus le mercredi, mais alors le vendredi, on n'a pas grand monde en fait, effectivement. Et ça, c'est tout l'enjeu que nous avons identifié chez Orange. C'est comment réussir à faire que le campus puisse être lissé dans son occupation du lundi au vendredi. Et si vous offrez la cantine le vendredi, évidemment. Le café aussi, on pourrait. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire, effectivement. Moi, je dis ça parce que quelqu'un d'Orange l'a proposé. Hein, donc, oui, je vous dirai pas qui. Mais et ça marche en plus. Très bien. Une dernière question. Oui, j'arrive tout de suite. Oups, excusez-moi. Oui, donc c'est une question pour Christophe. Vous avez parlé du maillage et d'un fort développement de votre groupe. Est-ce que cela signifie que vous allez vous développer dans des villes de taille moyenne, voire des zones rurales ? Alors la plus petite ville dans laquelle nous sommes, c'est Montbonneau. Je ne sais pas si vous connaissez Montbonneau, un peu, 5000 habitants. Voilà. Donc on part du principe que un centre de coworking, c'est comme un hôtel. Il en faut dans toutes les villes et villages de France, sauf que c'est un hôtel pour les entreprises. On vient bénéficier d'un service et on s'engage pour la durée qu'on choisit. Donc forcément, ça devient un service extrêmement pratique, standard, qu'on va retrouver partout selon nous. La volonté que nous avons, nous, c'est de nous concentrer sur le développement des villes dans lesquelles nous sommes présents, dans les 15 plus grandes villes en France, dont Toulouse, hein, par exemple. Nous mettons en place des accords avec des franchisés sur le reste du territoire. Donc on va dire la Bretagne, c'est un franchisé, l'Alsace-Lorraine, c'est un franchisé. Donc on va aller chercher des partenaires extérieurs pour nous accompagner dans le développement de notre réseau. Un dernier point très important pour nous en termes de développement, c'est le développement des marques. Parce qu'ici, à Toulouse, on a la marque Régus, mais on a d'autres marques à déployer. Donc je parlais tout à l'heure de Stop and Work, qu'on pourrait installer, je sais pas, peut-être à Saint-Cyprien, ou voilà, je crois qu'il y a près de 20 000 habitants là-bas qui peuvent avoir besoin de travailler proche de chez eux, en alternative au travail à domicile. On a des Spaces, qui est un grand coworking communautaire, comme on en voit fleurir. Donc le côté marque est très très important pour nous. Mais la fin, oui, on part du principe qu'on doit être partout. Et on a un fort appétit de la part des territoires secondaires ou périurbains pour s'installer, pour venir chez eux. Avant, on construisait des piscines. Maintenant, on veut construire un coworking dans ces villes-là. Pourquoi ? Parce que ça fait revenir des entreprises. Les entrepreneurs locaux peuvent se développer. Ça recrée du lien social. Et par exemple, le premier Stop and Work dont je parlais, que nous avons ouvert, eh bien, on l'a fait avec la ville sous forme de DSP, de délégation de service public. C'est-à-dire que nous représentons la ville dans ce service-là. Donc ces territoires-là sont effectivement extrêmement friands et donc je pense qu'on va pouvoir se développer partout. Merci beaucoup en tout cas, merci de votre écoute. Et puis nous on se retrouve à Lille le mois prochain je crois. Donc voilà, pour ceux qui veulent faire un petit peu de voyage, vous êtes les bienvenus. Merci à tous.